Est-ce que la thérapie génique et cellulaire représente la clé pour guérir tous les cancers et les maladies génétiques graves? Dr Pascale Bouillet, docteur en virologie, fondatrice et ancienne CEO de Vectalis Flash Therapeutics, pendant plus de 18 ans, nous dévoile les avancées prometteuses et les défis complexes de ces technologies révolutionnaires. Découvrez comment ces traitements innovants ou de nouvelles voies pour combattre des maladies jusqu'alors incurables, les progrès réalisés, les questions de sécurité et d'éthique soulevées et ce que l'avenir nous réserve dans cette quête pour repousser les limites de la médecine moderne. Bonjour, je suis Adriana Georges, experte passionnée de sciences, santé, innovation et entrepreneuriat. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton d'inscription en bas de la vidéo. Rejoignez notre communauté dynamique des visionnaires santé pour explorer et contribuer à des stratégies innovantes et durables pour une santé individualisée. Cliquez simplement sur le lien dans la description ou qui apparaît juste ici. Place à la conversation avec Pascale. Bonjour à tous, bienvenue dans un épisode des Visionnaires Santé. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir donc Dr Pascale Bouillet, qui est une entrepreneure qui connaît depuis très longtemps le monde de la thérapie génique, la thérapie cellulaire, tout ce qui est médecine personnalisée, médecine régénérative. Et donc, je suis très ravie de la recevoir ici et je suis sûre que notre échange intéressera beaucoup d'entre vous. Bonjour Pascale. Bonjour Adriana. Alors, comment vas-tu en ce début d'année? Bah écoute, plutôt bien, très fraîchement ce matin et prête à interagir avec toi sur le grand sujet de la thérapie génique et cellulaire. Oui. Donc, pour commencer, pour que nos auditeurs apprennent à te connaître, est-ce que tu peux tout simplement te présenter un peu ton parcours et en particulier ce qui a vraiment façonné ta carrière et aussi ta vision de la santé? Alors, j'ai coutume de dire que je suis un pur produit scientifique au démarrage, c'est-à-dire qu'au début de ma carrière, ce qui me motivait, c'était comprendre la biologie, comprendre les maladies. Et puis très vite, je me suis passionnée pour les virus, c'est-à-dire que j'ai été stupéfaite par l'intelligence des virus qu'ils mettent à infecter un individu, voire beaucoup d'individus, pour survivre eux-mêmes. Et donc, ils déploient un arsenal démesuré pour arriver à cet objectif. Et ça m'a vraiment passionnée très vite dans mes études. Et j'ai fait un doctorat focalisé sur la biologie moléculaire et la virologie, en particulier sur HIV. Et un postdoc derrière. Donc, je dirais que je viens du monde de la science et j'ai une démarche scientifique. C'est indéniable. Voilà, et j'ai poussé, j'allais dire, cette étude au niveau de mes études elles-mêmes le plus loin possible, puisque j'ai un doctorat, effectivement, en biologie moléculaire et cellulaire. D'accord. Et à quel moment tu as eu envie, du coup, de créer Vectalis, puisque tu es la fondatrice de Vectalis? À quel moment on se dit, tiens, de doctorat, postdoc, j'ai envie de passer la barrière et de devenir entrepreneur? Alors, je dirais que le chemin s'est fait à un moment où j'hésitais dans ma carrière. C'est-à-dire que j'avais eu la chance à Paris d'être et à Paris et aux États-Unis d'être dans des laboratoires qui travaillaient qui étaient des experts depuis très longtemps dans le monde de la thérapie génique et cellulaire et qui étaient lourdement financés. C'est-à-dire qu'on avait la chance de pouvoir travailler dans d'excellentes conditions et en mode collaboratif. Moi, je travaillais à l'Institut Gustave Roussy, à l'Institut Pasteur, à Généthon, le laboratoire du Téléthon, et en collaboration avec Harvard Medical School. Et c'était des organisations qui avaient des financements et beaucoup d'experts dédiés au projet. Donc, on travaillait vraiment dans un esprit collaboratif. Je suis partie pour des raisons complètement personnelles à Toulouse. Je n'ai pas retrouvé cet environnement de thérapie génique et cellulaire parce qu'à l'époque, c'était un monde qui était un monde de niche. Je me suis ressentie fragilisée et puis voilà, la loi Allègre. Et je dirais que c'est le déclic. C'est-à-dire à la fois, je suis fragilisée parce que je suis sortie de mon monde d'expert, mode projet. Donc, je ne sais plus trop ce que je vais faire. Et en même temps, il y a une opportunité qui me dit, en gros,
tu peux créer ton entreprise et développer ces programmes de thérapie cellulaire et génique si tu le souhaites. Voilà. Et donc, je dirais que j'ai sauté sur l'occasion et j'ai fait le grand saut en même temps du monde de la recherche à l'entrepreneuriat. Voilà. Un peu, j'allais dire, un peu naturellement. J'ai D'accord. suivi, naturellement dans le sens où j'ai suivi cette envie de continuer la thérapie génique et cellulaire. Je pense que ça a été mon moteur. Est-ce que c'était, le fait de vouloir, appliquer quelque part toutes tes découvertes, toutes Et tes recherches? alors, c'était bien sûr, hein, continuer d'apprendre parce que j'avais bien en tête que j'avais une formation scientifique et qu'elle n'était pas suffisante pour être un entrepreneur. Donc je Ouais, savais que j'allais apprendre et ça, je pense que c'est une des caractéristiques d'un chercheur, c'est qu'on adore apprendre. ouais, Et puis, effectivement, l'autre point, c'était aller vers l'industrie. C'est-à-dire que c'était des technologies qui, à l'époque, n'étaient pas du tout dans l'industrie et je trouvais ça assez passionnant de faire rentrer ces technologies, dans l'industrie et pour moi, c'était une façon d'éduquer le monde industriel à ces nouvelles approches et puis, c'était l'occasion aussi de créer des emplois, de créer de nouveaux métiers et d'aller progressivement, hein, j'avais bien en tête que ce serait long, vers de nouveaux traitements que l'on pourrait valoriser, clairement. oui, parce que je me souviens, c'était en 2005 quand tu étais à l'incubateur où j'étais aussi. C'est sûr que, faire changer le monde de la pharma, faire découvrir ces nouvelles technologies, Et faut vraiment avoir de l'audace, on va dire. c'est ça, ça a vraiment démarré, en fait, dans ce type de domaine, il n'y avait que des early adopters. C'est-à-dire Oui, qu'on rencontrait personne qui avait, une idée. D'abord, il fallait éduquer parce que les gens ne connaissaient pas. Donc on était vraiment dans l'éducation. Il y en avait qui disaient tout de suite: «Non, non, non, merci, ce que je fais me suffit, au revoir» et d'autres qui étaient toutes hyper enthousiastes et ça, ouais, c'était fantastique parce qu'on a trouvé ce qu'on appelle en langage commercial, quelques champions, ouais, dans des industries pharma et ça partait de là, c'est-à-dire sur ce champion, après, eh bien, on arrivait à rebondir vers d'autres clients et c'est comme ça qu'on a eu une démarche commerciale, je ne dirais pas facile, hein, puisque tu t'en rappelles, tu l'as ouais. vu. Je ne peux pas dire que c'était facile, mais moi, j'étais un chercheur qui parlait à d'autres chercheurs et dès que je trouvais un passionné, eh bien, je ne le lâchais plus et donc Oui, automatiquement, il commandait, on retournait voir un autre passionné et en fait, au début, on n'a travaillé qu'avec des passionnés et donc c'était un démarchage commercial de chercheur à chercheur. oui, je m'en souviens très bien puisque donc, j'ai été, BizDev, Provectalis quand même pendant Mmh. 7 ans. C'est sûr que, il faut trouver, comme tu dis, des champions et c'est eux finalement qui vont entre guillemets, évangéliser, convaincre d'autres C'est ça, personnes en interne. Et bon après c'est typique à toute, entreprise innovante, hein. Il faut chercher ceux tout à fait. qui aiment la nouveauté, qui aiment C'est être les ça, c'est premiers, ça, qui aiment apprendre et ensuite, une fois qu'il y a des premières preuves de concept, d'autres commencent à c'est ça, vouloir aussi tester, ouais. c'est ça. OK et pour que nos éditeurs comprennent bien, est-ce que tu peux, résumer, l'offre de Vectalis? Ce que proposait Vectalis? Alors à l'époque, on proposait, d'utiliser des systèmes, dérivés de virus qui permettaient de faire entrer des gènes dans des cellules. C'est-à-dire, naturellement, un gène, ça reste dans la cellule, ça ne va pas d'une cellule à une autre. En Ouais, revanche, ce que sait faire un virus, hein, c'est aller insérer ses propres gènes à lui dans les gènes de la cellule de la personne qui l'infecte. Donc on s'est inspiré de ça, on s'est dit: «S'il peut le faire avec ses propres gènes, on va lui enlever ses gènes à lui et on va lui mettre des nouveaux gènes qu'on veut étudier ou qui sont susceptibles de réparer une maladie et on va faire des modèles d'études à partir de là». Et donc c'est là où c'est comme ça qu'on a commencé, l'activité de production et de vente de vecteurs viraux, donc de vecteurs dérivés de virus qui sont devenus complètement, sécurisés, c'est-à-dire qu'ils n'induisent plus de maladies et qui sont ouais, devenus des transporteurs de gènes. À la place de leurs gènes, on leur a mis d'autres gènes, donc ils ne sont plus dangereux, on leur a mis des gènes gentils, on pourrait dire et du ouais. coup, ça devenait un moyen d'étudier la fonction de certains gènes et de savoir s'ils étaient ou non responsables de maladies. Donc on a démarré comme ça, c'est-à-dire, la mise au point de modèles de maladies grâce à des vecteurs, hein, qui viennent déréguler l'expression génétique dans des cellules. Donc c'était une première étape, Vectalis, la vente de vecteurs pour des applications de recherche.
Oui, c'est sûr que les maladies génétiques, souvent, c'est lié à un gène qui s'exprime en trop, on pense à la trisomie 21, ou à un gène manquant ou un gène défectueux. Donc, effectivement, ces vecteurs permettent de soit d'enlever, soit de rajouter, soit de modifier. Enfin, modifier, c'est plus tard avec CRISPR, pour pouvoir justement déjà avoir un modèle pour que la pharma teste des molécules. Et ensuite, ça a évolué plus tard vers carrément de la thérapie pour, éventuellement, guérir des malades avec des Tout à fait. des troubles au niveau de leurs gènes, ouais. Donc c'est sûr que c'est vraiment enfin, c'est encore une révolution. Enfin, pour moi, même si ça fait Ça longtemps que reste c'est connu, ça reste quand même une révolution aujourd'hui. Hem, alors ça reste une révolution, c'est-à-dire que ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la preuve de concept thérapeutique est faite. On peut soigner des maladies qu'on n'avait jamais soignées, dans différentes aires thérapeutiques grâce à l'utilisation de la thérapie génique et cellulaire. La preuve de concept est indéniable et c'est dans plusieurs maladies. En revanche, le modèle économique, et il ne faut pas le nier, n'est pas trouvé. Il n'est ouais, pas trouvé parce que c'est trop cher, hein, et personne ne peut soutenir ce type de coût. Donc, mmh, maintenant, notre travail, c'est de trouver de nouvelles technologies, et donc on sait que on doit encore inventer des technologies pour faire la même chose pour beaucoup moins cher. Mais oui, il est indéniable qu'aujourd'hui, on sait faire. Quoi, on sait que modifier, heu certains gènes permet de soigner des maladies et ça marche. ouais, Voilà, maintenant il faut trouver une méthode, qui permette de le faire pour un prix, accessible, pour tout un chacun. d'accord. Et ensuite, donc Vectalis progressivement a évolué. Donc il y a eu, on va dire la tendance Yamanaka avec la reprogrammation des Mmh. cellules souches et cette période, je me rappelle FAST. Je me souviens d'une conférence où tout le monde disait: «Bah, moi j'ai créé, un foie, moi j'ai créé, un Mmh. rein, moi j'ai créé, Mmh. des cellules» et cetera. Pour toi, où ça en est aujourd'hui, cette médecine entre guillemets «régénérative»? Est-ce qu'on peut imaginer plus tard qu'on pourra, à partir de ses propres cellules finalement, avoir une sorte de bibliothèque d'organes de remplacement, comme une Alors, voiture ou autre? il faut absolument imaginer. Ça, c'est la base, et surtout que les chercheurs, les médecins et tout un chacun n'arrêtent pas d'imaginer et de rêver qu'un jour, on pourra soigner des maladies gravissimes. Maintenant, refaire un cœur, refaire un poumon, refaire aujourd'hui, ça ne marche pas comme on voudrait que ça marche. Notamment, il y a un Mmh, enjeu de sécurité, qui n'est pas réglé, et donc les cellules reprogrammées à la pluripotence aujourd'hui ne peuvent pas être utilisées, en tant que telles pour refaire un organe et le réimplanter. En revanche, on est sur le chemin, c'est-à-dire qu'on commence à utiliser ces cellules-là pour faire des cellules médicaments, et notamment des cellules du système immunitaire qui agiraient mais transitoirement. C'est-à-dire d'accord. qu'aujourd'hui, on on commence à savoir les utiliser pour les garder à court terme dans un organisme, mais le long terme n'est aujourd'hui pas sécurisé, donc c'est pas possible. Mais surtout, il faut continuer d'y croire, il faut accélérer la recherche, et on est sur le chemin. Simplement, ça va prendre encore quelques années, majoritairement pour sécuriser la démarche. Oui. Et quand tu parles de modifier transitoirement le système immunitaire, tu penses à l'immunothérapie où on Je pense à modifie voilà, l'immunothérapie. C'est une des voies, les cellules pluripotentes, pour avoir des traitements beaucoup moins chers, et donc permettre, encore une fois, hein, c'est important que la santé, on la réfléchisse, d'un point de vue accessible. communautaire, Mmh, accessible pour tous. ouais, Hem, et c'est une des voies, les cellules pluripotentes, pour faire ce qu'on appelle de l'immunothérapie allogénique, c'est-à-dire des cellules immunitaires qui seraient disponibles pour un grand groupe de personnes. Plutôt que de faire uniquement: «Je prends mes cellules, je les modifie, je les réimplante». On pourrait avoir un panel qui correspond d'accord. à un certain nombre une centaine de patients, par exemple, et donc on saurait que, c'est ce produit-là est accessible pour, une centaine de patients. Donc déjà, ça réduirait les coûts de façon très importante. Juste pour illustrer pour les auditeurs, en gros, quelqu'un qui a un cancer, par exemple, on va dire une catégorie de personnes exprime un certain marqueur défini pour chaque personne et on entraîne finalement les cellules immunitaires, on les modifie pour qu'elles aillent entre guillemets, «supprimer», uniquement les cellules cancéreuses qui expriment ce fameux marqueur. Donc C'est le but du ça. jeu, c'est de trouver un marqueur qui soit propre
Alors, un c'est pas type de obligatoirement personne, de trouver un un type de marqueur. personne ou... Oui. Le marqueur, il peut être général, mais il faut que les cellules que le système, le patient accepte les cellules qu'on lui réimplante. Et oui, faut qu'il n'y ait pas de Puisque rejet, oui. c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle de l'autologue, c'est-à-dire on prend les cellules du patient, on les éduque à reconnaître la cellule tumorale comme un corps étranger et on les réimplante. Et à ce moment-là, ces cellules vont faire des bons petits soldats, c'est-à-dire elles vont aller éliminer une cellule du soi, c'est-à-dire par exemple les cellules B dans le cas de lymphome B, Oui. et ça marche. Et ça marche, c'est indéniable. C'est très coûteux et très, c'est pas assez robuste et reproductible toujours entre les patients. Mais si on réfléchit à des systèmes comme les IPS, on pourrait avoir des cellules qui seraient dites allogéniques, c'est-à-dire compatibles avec un plus grand nombre de patients d'un point de vue, comme tu disais, rejet. C'est-à-dire que les patients ne rejetteraient pas ces cellules-là et elles auraient le temps d'agir. Voilà. D'accord, ok. Ensuite, Vectalis a évolué vers Flash Therapeutics en 2018. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi cette évolution finalement? Eh bien, Vectalis, on a évolué avec le marché, avec les découvertes. C'est-à-dire que on n'avait pas de marché de thérapie à l'époque de Vectalis, et donc on ne pouvait pas adresser ce marché-là parce que le marché n'avait pas décollé, le marché thérapeutique, et donc les investisseurs n'étaient pas ouverts à investir dans des unités de production à visée clinique. Ça coûte excessivement cher. En France, la seule structure qui avait investi dans ce type d'activité, c'était l'Association française contre les myopathies. Donc, c'était une association, ça n'était pas des financiers. Donc, les financiers, ils veulent bien investir dans des choses quand le marché est visible. Quand on leur dit un jour le marché existera, et ils disent très bien, mais c'est une promesse, donc nous, on n'y va pas. Donc, quand le marché a vraiment été visible et qu'on s'est rendu compte que la thérapie génique et cellulaire n'avait pas adressé que des maladies rares, mais également des cancers et autres maladies, les investisseurs ont été intéressés par ce type d'approche et donc d'investir lourdement dans de l'industriel, c'est-à-dire des locaux adaptés à la production clinique, et également de nouvelles compétences, puisque les compétences de Vectalis étaient des compétences de recherche, des compétences de techniciens, développeurs. Et là, quand on va vers la production clinique, il faut aller vers un monde de production industrielle avec de la production elle-même, de l'analytique et du réglementaire. Donc, il fallait enrichir de nouvelles compétences d'entreprise et avoir des locaux adaptés. Mais avec toujours l'enjeu, parce qu'on est quand même encore dans des domaines qui ne sont pas arrivés à maturité, du développement des nouvelles technologies. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la preuve de concept, elle est faite, mais les technologies qui sont utilisées aujourd'hui ne sont certainement pas celles de demain. Et donc, il faut continuer d'évoluer et de faire de la recherche. Donc, on gardait toute l'équipe de recherche et on associait de nouvelles compétences. En aucun cas, on a changé de métier, mais on a gardé les compétences de recherche, et c'est indispensable aujourd'hui dans les structures de production. D'ailleurs, c'est ce qui fait la force de Flash, le fait d'avoir à la fois des équipes de recherche et puis les équipes cliniques. Parce que mine de rien, c'est quand même une grande marche, j'ai envie de dire, de passer du préclinique aux phases cliniques. Donc, clinique, c'est quand on fait des tests sur humains, parce que la réglementation est très stricte, ce qui est normal, parce que là, on ne Indéniable. teste plus. Voilà. Et c'est vrai, quand tu dis que le marché était un peu plus visible, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, par exemple, des technologies CRISPR. Enfin, il y a eu quand même beaucoup de buzz par rapport à ça, et beaucoup de gens ont eu de l'espoir, finalement, puisque maintenant, on n'était plus sur uniquement des maladies rares, comme tu dis, mais on avait l'impression que c'était un outil magique, entre guillemets, pour tout réparer. Après, comme tu dis, il faut laisser le temps aussi de vérifier que ça reste sécurisé, pour qu'il c'est fonctionnel et que ça reste accessible. Selon toi, en quoi ça a transformé les secteurs de la santé? Parce qu'avant, on était plus, j'imagine, dans le côté curatif, pur et dur, avec de la molécule, j'ai l'impression. Est-ce que tu penses que maintenant, on est un peu plus sur le côté... Ça a permis à la médecine d'être plus personnalisée, peut-être plus préventive?
ou pas du tout? Alors, je ne sais pas préventif parce que CRISPR, c'est vraiment une approche de réparation. Donc, Oui, c'est comme tu as dû utiliser le mot magique, bien sûr que c'est magique. Magique dans le sens où, quand on utilisait la chimie avant et des molécules, on palliait un phénomène, on palliait quelque oui, chose. Là, aujourd'hui, on va à l'origine de la maladie, on peut réécrire. oui, C'est-à-dire, bah, voilà, on a fait une faute, hein, plutôt que d'arracher la feuille, et de tout réécrire et on ne peut pas le faire dans le génome, hein, là, on peut aller précisément réparer l'erreur, hein, alors que ce qu'on faisait jusqu'à aujourd'hui, c'était vraiment effectivement, comme je viens de le dire, on enlevait la page et on en remettait une. Voilà, donc CRISPR pourrait vraiment permettre de faire une médecine très personnalisée, c'est-à-dire d'aller réparer la mutation. Le problème, c'est que donc ça marche aussi, il n'y a aucun doute. Maintenant, il faut être sécurisé et le problème, il est là et c'est pour ça que ça avance doucement encore. Donc là, on sait que le premier traitement, premier essai clinique a été accepté par la FDA. Donc, des premiers patients vont être traités par des technologies d'édition des génomes. Donc, je dirais qu'il n'y a pas rien à dire, c'est merveilleux. On approche, après pas mal d'années, hein, et des investissements excessivement lourds. oui, Mais maintenant, le problème, c'est la sécurité. C'est-à-dire que le problème, c'est que le crayon qui réécrit, il dérape de temps en temps et il se dit, tiens, je vais écrire à gauche et à droite. Et oui. c'est ça qui n'est pas possible, parce qu'on pourrait réparer la maladie et en créer d'autres. Donc Une autre, oui. aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas encore parfaitement faire, c'est orienter le crayon uniquement là où il doit réécrire. Aujourd'hui, il se balade un peu, ce crayon. Donc il fait bien son D'accord. boulot, mais une fois qu'il a fait son boulot, il se balade un peu et il réécrit par-ci par-là. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on empêche. Voilà. En tout cas, il faut D'accord. l'empêcher, il faut le maîtriser. Donc CRISPR, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Un jour, on saura faire, euh, on sait déjà réécrire, mais il faudra qu'on écrive précisément et de façon maîtrisée. Voilà, c'est ça l'enjeu aujourd'hui des produits biologiques. On sait les faire fonctionner, mais on les maîtrise pas complètement. Voilà. Alors, quand je parlais de prévention, je pensais pas spécifiquement à CRISPR. Je me disais, par exemple, imaginons, des parents qui ont un bébé, on lui diagnostique une maladie génétique. Mm. Est-ce qu'on peut éventuellement, par exemple, si on prend le diabète de type 1, est-ce que, par exemple, on peut se dire, on peut trouver, le gène qui est responsable de ça et avant que les cellules soient détruites, modifier en fait peut-être, pour éviter que, les cellules se dégradent? Enfin, est-ce que ça Alors, peut être un exemple quand je parle de prévention de maladies? ce que tu dis là, ça fait appel au fait qu'on pourrait aller diagnostiquer les maladies. Déjà, il faudrait les diagnostiquer le plus tôt possible. C'est-à-dire, Ouais, il faudrait arriver à les diagnostiquer au niveau génomique avant même que les symptômes apparaissent. C'est-à-dire qu'effectivement, ça, c'est un vrai enjeu. C'est diagnostiquer le plus vite possible les maladies pour pouvoir les traiter, surtout quand c'est une maladie génétique, avant ouais, que des problèmes irréversibles une situation oui, irréversible ne s'installe. Donc ça, c'est évident qu'il faut absolument. En revanche, ça a un enjeu, c'est-à-dire toutes ces technologies et ces moyens de détecter les maladies, il va falloir qu'elles s'installent un peu partout. C'est-à-dire qu'un ouais. laboratoire d'analyse médicale classique ne sait pas faire tout ça et ne sait pas comment le faire. Donc je pense qu'il y a quand même des années et des années de travail pour que ça marche. Et je pense qu'aujourd'hui, selon son lieu d'habitation et l'hôpital avec lequel on Ouais. est en lien, on a quand même pas le même accès à l'analyse et au traitement. Mais clairement, ce que tu dis, ça montre qu'avant toute chose, il faut développer l'analytique dans les laboratoires Ouais, de façon à pouvoir d'emblée diagnostiquer une maladie. Et plus tôt on intervient, mieux c'est. Il n'y a aucun ouais, doute. Mais il y a un enjeu de diagnostic à mettre en place avant le thérapeutique, effectivement. Et aussi de formation des médecins. C'est-à-dire que les médecins, aujourd'hui, oui, il faut quand même bien voir que ces nouvelles technologies, ils ne connaissent pas. Donc, ouais, le vaccin ARN, pour un certain nombre de médecins, ils injectaient quelque chose qu'ils ne maîtrisaient absolument pas d'un point de vue technologie. Comment ça marche? Et bien, c'est la même chose pour la thérapie génique et cellulaire. Il y a mmh, assez peu de médecins aujourd'hui dans le monde médical, en dehors des hôpitaux, qui sont formés à ce type d'approche.
Du coup, c'est vraiment les grands défis, comme tu dis. Je me souviens, quand on avait annoncé le fait qu'on avait séquencé les génomes entiers, ça avait été pareil, un buzz énorme. Bien sûr. Ça avait coûté je ne sais plus combien de centaines de millions, voire des milliards, alors qu'aujourd'hui et ça avait pris beaucoup de temps, alors qu'aujourd'hui, je sais qu'en une semaine, je ne sais pas combien de temps on arrive à le faire, Bien sûr. à des coûts Bien sûr. beaucoup plus accessibles. Donc je pense que plus les années vont passer, plus ça sera accessible. Mais effectivement, aujourd'hui, les médecins, j'en discutais, notamment avec les outils, ne serait-ce que les outils numériques, hein, les outils entre guillemets qui sont censés être simples. Il y a un vrai problème d'adhésion parce qu'il y a tellement de nouveautés, il y a tellement de choses qui arrivent et ils ont tellement peu de temps finalement, C'est ça. que peut-être que le défi, ça serait de prévoir, pour les médecins peut-être de la formation continue, enfin j'en sais rien, Alors, il pour y a un vrai enjeu. accélérer, Il y a un mais il vrai faut que enjeu les pour les hôpitaux jouent le médecins jeu, ouais. Ouais, et les unités de fabrication. ouais, C'est-à-dire que c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pharmaciens, responsables, c'est-à-dire dont le métier est de libérer des médicaments en fin de production, qui ne sont pas ouais, du tout formés aux produits biologiques. Donc, ouais, ce que disent les règles dans les règles des agences de médicaments, c'est qu'en gros, on doit faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Mais il faut d'abord établir ces nouvelles règles, c'est-à-dire il faut se donner des règles. Et pour ces nouveaux produits, les règles, il faut c'est le producteur qui va les proposer à ouais, l'agence et l'agence qui va les challenger, les accepter ou les refuser. Donc, mais en aucun cas, les agences aujourd'hui, vu le déferlement de nouvelles approches thérapeutiques qui leur ouais. arrivent dessus, ne sont capables de définir les règles a priori. Ces règles, elles se définissent a posteriori. Donc, c'est vraiment un nouveau métier pour toutes ces organisations, c'est-à-dire il faut arriver à l'agence en leur disant voilà mon produit et voilà comment je vais le fabriquer. Et l'agence va challenger et même tout le monde réfléchit encore à ce moment-là. C'est un collectif qui se construit autour pour réfléchir à comment caractériser au mieux ces produits. Et toutes ces méthodes vont évoluer depuis l'essai de phase 1, c'est-à-dire tout le démarrage jusqu'à la commercialisation, bien sûr. Et donc les pharmaciens, les médecins doivent être formés à ces nouvelles approches. Et j'allais dire, en dehors de la formation, je pense que l'enjeu, c'est de rapprocher le chercheur du producteur, du Mmh. pharmacien et du médecin. Et aujourd'hui, je suis bien placée pour le savoir, le chercheur, il ne sait pas toujours bien vulgariser son métier parce qu'il vit dedans, je dirais pas jour et nuit, mais pas loin. C'est sa vie, c'est une passion et c'est quelque chose qui fait partie de lui. Donc il ne sait plus, par moment, comment vulgariser et donc c'est pas facile d'établir la connexion et de faire en sorte qu'il y a une vraie connivence, parce que c'est ce qu'il faut qu'ils se construisent, entre celui qui a mis au point ces méthodes, celui qui les produit et celui qui va les libérer puis les prescrire à des patients. Donc il y a un enjeu de création de collectif et de formation qui est très complexe à construire. Oui. Pour faire un parallèle, je me souviens, le fait d'avoir des produits vivants, biologiques vivants, c'est sûr Mmh. que c'est un gros changement. Je me souviens encore d'une anecdote où, quand j'étais chez Lactalis, on a été voir un chercheur d'une grosse pharma et qui avait l'habitude de travailler avec des produits chimiques et en fait, qui avait bien mélangé, bien mixé, vortexé, Mmh. des vecteurs Tout à fait, bah, minéraux ouais, et qui ne des comprenait pas exemples, pourquoi ça ne marchait pas et on leur c'est a dit: ça. «Bah, félicitations, vous les avez tués, quoi, comment ça?» «Mais oui, c'est une molécule, c'est du vivant, c'est des cellules vivantes, Mmh. donc vous les avez cassées, en fait». C'est ça. Et il pensait être expert et du coup, donc pourtant on lui avait mis le mode d'emploi et cetera, Mmh. mais les habitudes ont la vie dure, hein. Ouais. Et donc du coup, il s'était pas posé la question, donc et les médecins, c'est un peu pareil, de se dire: «Bah, tiens, là, c'est un traitement différent». Ils ont tellement de choses à penser. Certains pensent qu'ils savent, alors qu'en fait pas forcément. D'autres ne savent pas et ils osent pas, donc c'est vrai que ça fait il faudrait vraiment créer C'est des consortiums ou voilà, travailler plus ensemble comme tu dis. Mais je pense que ça doit aller à plein de niveaux. Je pense que ton initiative, de parler, aussi, avec des experts, pour le grand public, Oui, aide aussi à comprendre, aussi que les gens qui mettent au point tous ces médicaments, sont des chercheurs spécialisés, experts et je pense que ce qu'on doit restaurer aussi aujourd'hui, en France et dans le monde, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'on l'a oui, vu, dans toute cette crise, il y a eu des abus
de la part de certains chercheurs qui ont décidé de travailler en solitaire et de lancer des polémiques sur des sujets qui étaient absolument inacceptables. Et à côté de ça, il y avait des collectifs de chercheurs. Moi, je crois beaucoup dans le collectif, c'est-à-dire à un moment, il faut que ces chercheurs se réunissent, se mettent tous ensemble et arrivent à traduire leurs recherches et leurs convictions dans des mots simples qui vont être expliqués aux gens. Voilà, et il faut absolument que il y ait une vraie confiance qui se rétablisse entre le grand public, la recherche. Hein. Encore une fois, c'est pas facile puisque le chercheur, il ne sait pas parler correctement Oui. en dehors de son monde, donc il faut qu'il apprenne, peut-être qu'il faut quelques intermédiaires, je ne sais pas. Et il ne faut surtout pas que du coup certains chercheurs, médecins un peu, comment dire, j'allais dire fous, mais oui, se mettent à vendre à la population leur petite idée qui n'est pas Oui, validée par le collectif. Ouais. Voilà, et ça c'est très important parce qu'effectivement après plus personne n'a confiance et ça il faut restaurer la confiance, il faut qu'il y ait une vraie confiance dans un collectif de recherche et moi je crois beaucoup en ça, il faut restaurer ça. Et quand tu parles du grand public, depuis quelques temps, on voit apparaître une tendance qui vient des États-Unis, hein, ça vient souvent des États-Unis, donc la tendance de biohacking, où on apprend finalement à quantifier, ça a commencé avec les montres connectées, à quantifier le nombre de pas, son taux d'oxygène, son alimentation, pas mal de paramètres. Et beaucoup de gens essayent de changer leur mode de vie et prendre des compléments alimentaires et faire pas mal de choses. Qu'est-ce que tu penses de cette tendance-là, justement, parce que les gens maintenant veulent reprendre le pouvoir, remaîtriser un peu leur santé, Oui. puisqu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas la réponse par rapport à la médecine classique, en tout cas conventionnelle, du moins une majorité, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Que penses-tu de cette tendance et est-ce que tu penses que la thérapie génique, cellulaire peut finalement y contribuer à un moment donné de pouvoir améliorer sa santé de façon ultra personnalisée avec ses propres données finalement? Alors déjà, moi je trouve ça génial hein, que les gens s'occupent d'eux et analysent, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, comme tu dis, aujourd'hui on a des outils d'analyse simples hein, qui nous permettent de nous dire mais là non, ça va pas de nous-mêmes. Alors il y a des attitudes simples, hein, je marche pas assez, je mange pas assez de légumes, quoi, voilà, des choses qu'on maîtrise hein, nous-mêmes. Ça me fait penser tout à fait au tri des déchets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on sait que peut-être que ça sert pas à grand-chose, parce que il y a tellement d'autres origines de pollution que ce qu'on fait à l'échelle individuelle n'est peut-être pas si impactante, mais moi je trouve que c'est hyper important individuellement de s'engager. Et donc je pense que ça aussi, c'est un engagement des gens dans leur santé. Et ça, je trouve ça extrêmement positif. Après, entre au quotidien améliorer sa santé et arriver à maîtriser l'apparition d'une maladie génétique ou d'une dérégulation génétique, je n'ai pas la réponse hélas. Ce que je pense et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que par exemple, on nous dit ça, le sport, l'activité physique a un impact sur le système immunitaire. Donc, ça doit bien passer au moins par des épigénétiques, c'est-à-dire effectivement l'environnement génétique favorable. On est d'accord. Donc, tout ce qui va être bien-être, sport, activité physique, on est tous conscients que c'est génial en termes de prévention. Maintenant, je dirais que la thérapie cellulaire et génique, elle est là pour le moment où rien ne va plus. C'est-à-dire la maladie est arrivée. Est-ce qu'on a la prévenir, c'est un autre sujet. Effectivement, plus on pourra la prévenir parce qu'on aura une vie saine et qu'on vivra dans un environnement plutôt propre, génial, certainement. Mais enfin, une fois que la maladie est là, eh bien effectivement, si la mutation génétique induit une maladie grave, il n'y a qu'une solution, il faut la réparer. Voilà, donc c'est effectivement un autre enjeu. Mais oui, bien sûr, ce que je trouve pas
positif aussi, c'est quand même que les gens s'intéressent à ces histoires de thérapie génique et cellulaire, ils ont envie de comprendre. Oui. Donc ça, cette envie de comprendre, que moi je ressens pour d'autres domaines dont je ne suis pas spécialiste, comme l'énergie par exemple. Moi j'essaie de comprendre et je pense que l'enjeu pour tout un chacun est le même. C'est-à-dire effectivement moi toutes les problématiques de recherche et de nouvelles technologies médicales, je les comprends parfaitement. Et je les anticipe même. Mais en revanche, l'énergie, je ne comprends pas grand-chose. Et j'essaie de regarder dans ma maison, dans mon quotidien, comment je peux faire. Oui. Voilà, donc je comprends effectivement. Après, ça me fait penser à une chose, le biohacking, ça me fait penser, il y a les jardiniers qui mettent leurs graines dans des conditions de vie compliquées pour qu'elles s'adaptent à l'environnement. Oui. Et ça, je dirais que c'est un peu le biohacking, c'est-à-dire Et puis, il y a le chercheur qui va manipuler génétiquement les gènes de la graine pour la modifier. Voilà. Et je pense que, voilà, peut-être qu'on peut comparer ces deux approches. Oui, tu as tout à fait raison. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs tendances de biohacking. C'est ça. C'est-à-dire, je pourrais me mettre moi dans un environnement qui fait que je vais évoluer favorablement à l'environnement ou pas d'ailleurs, hein, parce que quand le jardinier fait sa sélection de graines, il en jette 70 pour en garder 4. Donc voilà. Mais on peut peut-être comparer ça. Voilà. Oui, comme tu dis, il y a plusieurs tendances de biohacking. Certains qui restent beaucoup dans le mode de vie naturel, etc. C'est ça. D'autres qui vont quand même plus loin dans le côté où il y a un concept de, comment dire, que la vieillesse est une maladie et ils veulent guérir, entre guillemets, la vieillesse. Oui. Et ils se disent, ben, pour guérir la vieillesse, il faut anticiper. Donc, il y a pas mal de découvertes sur les télomères, il y a pas mal de choses, l'oxydation, etc. Donc, soit certains, encore une fois, utilisent des méthodes naturelles en se disant, ben, pour que mon corps, j'habitue mon corps, comme tu dis, comme la graine, à résister au stress. Donc, il y a les bains chauds, bains froids. On se met dans des conditions extrêmes, mais contrôlées pour habituer son corps petit à petit. Et il y en a d'autres, je ne sais plus comment il s'appelle, il y en a un, je crois, qui a dédié sa vie pour rajeunir, etc. et qui vont carrément plus loin. D'ailleurs, il y a eu des dérapages. Hein. Je sais plus, il y en a un qui s'était injecté, je ne sais plus quel virus et qui en est mort. Il y en a certains qui vont bidouiller, alors que c'est interdit. Il y en a qui sont allés au Panama ou je ne sais pas trop où pour pouvoir justement tester des nouvelles choses. Et alors, ok, ça fait rêver, mais attention aussi aux effets secondaires, comme tu dis. Enfin, ils passent outre toutes ces sécurités qui ont quand même leur raison de vivre. Enfin, c'est quand même pour sécuriser le plus grand nombre. Je trouve ça très chouette que la population et que tout un chacun on soit engagé dans l'amélioration, mais il y a quand même les sachants. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi se dire, justement, c'était un peu la confiance, mais il faut que cette confiance, elle n'a pas à être innée, il faut qu'elle s'acquiert. Donc, il faut qu'il y ait un rapprochement entre la population et les chercheurs et ce qu'on peut dire et les médecins, hein, et accompagner cette tendance. Mais attention, oui, la biologie, elle est compliquée. Elle est compliquée. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, le crayon qui répare, il peut déraper. Et tout ce qu'on va faire d'un point de vue bain chaud, bain froid, certainement qu'on va réussir l'objectif qu'on voulait atteindre, mais peut-être que ça dérape aussi à côté. Tout médicament a son effet bénéfique et son effet secondaire. Et ce qui compte, c'est la dose. Donc, voilà, il faut faire attention. Et après, ce qui se passe aussi, hein, moi je l'ai vu à un moment donné les activités de coaching santé, les gens ont beaucoup d'espoir en se disant c'est compliqué de changer son mode de vie, en se disant est-ce que plus tard il n'y aura pas la pilule magique ou le traitement magique pour ne pas avoir à modifier son mode de vie. Il y a aussi ce volet-là de biohacking en disant nous, ce qu'on veut, c'est de la technologie pure et dure. Alors je dis souvent oui, la technologie est un outil, mais elle ne va pas remplacer. Enfin, le but, c'est pas de se dire je vis dans l'excès et je me dis c'est pas grave, on pourra me réparer plus tard. C'est évidemment ridicule. Oui, non, clairement. Faut trouver, c'est comme tout, il faut trouver le bon équilibre, hein, c'est clair. Oui. Ok. Et donc, selon toi, imaginons dans 30 ans, je fais exprès d'aller imaginer plus loin. D'après toi, à quoi va ressembler la santé de demain? Sachant qu'à mon avis, il y aura peut-être un mélange entre la santé quand on est malade et peut-être la prévention. Enfin, comment tu vois dans sa globalité, en fait?
Je dirais qu'on va commencer par ça. Je pense qu'on sera beaucoup mieux accompagné sur la prévention, c'est-à-dire l'analyse de ce qu'on est, de notre génome, on le connaîtra. Et on aura certainement une plus grande vision sur les risques qui peuvent arriver et certainement un diagnostic qui pourra être fait beaucoup plus tôt. Voilà. J'espère qu'on ne tombera pas dans une médecine qui répare avant que la maladie soit là, à part si bien sûr la maladie est gravissime. Voilà, mais qu'on ne tombera pas dans quelque chose où on a des médecines parallèles qui vous permettent de faire du CRISPR alors que ce n'est pas obligatoirement le moment, mais il faut être très prudent. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on sait toucher des gènes, donc clairement, dans 30 ans, certainement que toutes ces approches seront devenues accessibles aux médecins. Voilà, donc je pense qu'on aura déjà beaucoup plus de diagnostics en amont. Et puis après, on aura une batterie, clairement, de nouveaux médicaments qui permettront de soigner les maladies génétiques graves et puis beaucoup de cancers. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire qu'effectivement, on a touché à des cancers par les approches de thérapie génique et cellulaire, on a soigné des cancers que nous n'avions jamais soignés. Donc, automatiquement, la porte est ouverte. Ce n'est pas encore fait. Ça n'est pas généralisable aujourd'hui à tous les cancers, c'est seulement les cancers liquides, mais ça va arriver progressivement. Voilà, on devrait clairement éradiquer le cancer. Et aujourd'hui, on sait tous que dans notre famille, dans nos proches, le mot cancer est un mot qui est terrifiant. Peut-être qu'un jour, ce ne sera plus terrifiant. Et certainement que dans 30 ans, ce sera plus terrifiant. Alors maintenant, certainement qu'on aura d'autres enjeux qui arriveront, d'autres enjeux de santé publique. On l'a vu avec la pandémie Covid. Oui, on peut être. Les virus respiratoires sont à craindre. Donc, est-ce que effectivement, on aura d'autres attaques? Mais je pense le cancer. Je pensais aussi à une menace entre guillemets dont parlent certains, c'est la résistance aux antibiotiques. On en parle. Est-ce que ça sera un peu plus accentué? Est-ce que du coup est-ce que ça sera un nouvel enjeu? Mais certainement, certainement. Aujourd'hui, effectivement, cette résistance aux antibiotiques, elle est claire et nette. Donc, il faut effectivement. Alors, il y a de nouvelles approches qui sont en cours de développement. Elles ne sont pas encore là, mais elles vont arriver. Mais on l'a vu, les virus et les antibiotiques, ça n'a rien à voir. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, contre les bactéries, on a les antibiotiques ou d'autres approches qui vont se développer. Mais contre les virus, aujourd'hui, il faut que notre système immunitaire marche. Et aujourd'hui, on ne sait faire que la vaccination. Donc, et il faut continuer d'inventer des systèmes de vaccination extrêmement rapides, c'est-à-dire qu'on puisse les produire le plus vite possible. Donc, l'ARN, pour ça, est effectivement un bon outil. Mais il faut qu'il marche et qu'il marche de façon avec une mémoire. Et aujourd'hui, c'est ce que l'ARN ne sait pas encore faire suffisamment. C'est-à-dire qu'il y a une vraie mémoire qui s'installe. Voilà. Donc, oui, dans 30 ans, on devrait soigner les cancers qu'on ne soignait pas. On devrait soigner des maladies génétiques. On devrait, beaucoup plus qu'aujourd'hui, on devrait beaucoup mieux connaître notre profil génétique et donc savoir quelles sont nos forces et nos faiblesses. Mais attention, il faut effectivement, et je reviens sur le mode de vie, changer notre mode de vie et faire attention à cet environnement. Alors bon, encore une fois, à l'échelle individuelle, moi je fais mon possible, mais on sait que l'enjeu est bien ailleurs aussi. Voilà. Oui, non, c'est sûr. Et d'après toi, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est le mot à la mode, je crois, en 2023. Est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter des choses justement sur ces thérapies géniques, cellulaires Bien sûr, parce que l'analyse des génomes, l'analyse des interactions entre protéines, tout ça peut être lourdement amélioré par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire prédire comment on peut aller inhiber une protéine d'un virus. Par exemple, effectivement, ça c'est de l'intelligence artificielle. Et on se rend compte de plus en plus que l'intelligence artificielle, elle arrive à 80% à être juste. Donc, alors il ne faut pas miser que sur l'intelligence artificielle, il faut que ce soit complémentaire. C'est un outil parmi d'autres, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire il faut ajouter une compétence et pas remplacer le monde d'avant par ce nouveau monde. C'est une complémentarité, mais bien sûr, en fait, je pense que
comme tout, ça peut accélérer. Ça ne peut pas remplacer, mais ça peut accélérer. C'est-à-dire, au lieu de mettre, on le voit aujourd'hui, on utilise tous ChatGPT, les chercheurs, il y a la recherche basique, Ouais. en 10 minutes, même pas à 3 minutes, on l'a. Et Ouais. donc, on peut se consacrer à une recherche beaucoup plus précise et là, qui va faire intervenir le cerveau humain, l'imagination. Mais on collecte des données à une vitesse incroyable. Ben là, c'est la même chose, c'est-à-dire être capable de générer, de collecter des données, je dirais principalement d'interaction entre un virus, une cellule, la thérapie génique, ou si ce n'est pas un virus, en tout cas un système de transport de gènes, comment il interagir, prédire en fait, voilà, et nous aider à réfléchir. Pour moi, l'intelligence artificielle, ça sert à ça, c'est-à-dire à aller tellement plus vite. Et si on veut aller vers une médecine personnalisée, rapide, c'est Oui. merveilleux. C'est-à-dire, effectivement, on va produire, on va être capable de diagnostiquer beaucoup plus vite. Donc, l'intelligence artificielle, elle est indispensable. Il faut la maîtriser, c'est tout. Non, ça c'est sûr. Et souvent, les gens ont tendance à se dire que toutes ces technologies évoluent plus vite aux États-Unis, au Japon ou ailleurs, et qu'en Europe, on a tendance peut-être à être un peu trop sécurisé. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une Alors, moi, je pense rumeur? Parce que les gens, voilà, non. c'est ça. Non, c'est une réalité. Aujourd'hui, par exemple, on prend les traitements CAR-T-cell aujourd'hui, autologues, on sait tous que ça a été la preuve de concept clinique, je l'ai dit, mais qu'il faut faire autrement. Aux États-Unis, il doit déjà exister une dizaine d'entreprises qui travaillent sur les nouvelles technologies CAR-T-cell. En France, 0. D'accord. Alors, Oui. en France, on a des entreprises qui tentent à améliorer, mais on a vraiment aujourd'hui les nouvelles entreprises créées dans les 2 ans qui viennent de se passer sur ces nouvelles technologies CAR-T, il y en a excessivement peu. Et alors sur ces technologies de rupture, il y en a 0. Incrémental, on fait un peu, mais rupture, il y en a 0. Alors, tu me diras 10 aux États-Unis, c'est pas tant que ça, hein, par rapport à l'échelle du pays, mais ils y vont. Et Et ils y surtout, vont, ouais. ces entreprises ne sont pas financées avec 500 000 comme on sait faire en France, sont financées directement avec 100 millions de dollars. Bon, Oui, ça alors, c'est une ils différence. gagent de l'argent, les Américains, du coup, parce que par moment, ils mettent énormément d'argent, mais sur le nombre, ils gagnent. Parce que elles ne vont pas toutes marcher, mais il y en a une qui a marché. Et ils mettent des sommes énormes. Et il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de familles qui mettent de l'argent aussi pour contribuer à Ouais. améliorer la santé. C'est un peu moins le cas en France. Dernier point, aux États-Unis, il y a des investisseurs, des fonds d'investissement qui comprennent très, très bien toutes les technologies dont les chercheurs vont venir leur parler, dont les D'accord. fondateurs d'entreprises vont venir leur parler. C'est-à-dire qu'ils sont complètement experts dans le sujet. En général, ils ont des partenaires qui ont des thèses, qui sont très connectés à des universités, à des experts. Donc, je dirais qu'en dehors des montants investis, ce qui nous manque aussi en France, c'est des fonds experts Ouais. des Ils métiers comprennent de les la sujets. santé, des Ouais. technologies, et qui savent que du coup, ça va mettre beaucoup de temps, et ils vont organiser des outils de financement, des instruments de financement dans le temps qui vont leur permettre de quand même valoriser leur investissement. Et du coup, même si le produit n'est pas encore sur le marché, à chaque développement clinique, la valeur de l'entreprise augmente et ils vont arriver avec les différents instruments de financement tout au long de la vie du développement du produit à gagner de l'argent. C'est quelque chose qu'on sait mal faire en France, puis on a beaucoup d'investisseurs qui ne comprennent pas, en fait, dans le milieu de la santé, l'enjeu réel. C'est-à-dire, sur les CAR-T-cell, beaucoup d'investisseurs se sont dit: «Bon, bah, ça y est, hein, les CAR-T-cell, c'est établi, il suffit de produire des vecteurs antiviraux et des cellules et donc on va parler des bidas, c'est tout. L'enjeu, c'est les bidas». Eh ben non, Oui, l'enjeu n'était pas que certainement, les ouais. bidas. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir en France, alors il y en a quelques-uns quand même, hein, il y a quelques fonds qui comprennent très bien, mais pas assez, et ils ne sont pas Ouais. assez dotés. Et il faut vraiment renforcer ce côté expertise et maîtrise des technologies par des fonds. Sinon, on se retrouve dans des situations, et je l'ai bien vécu, où on ne parle Ouais. pas le même langage entre les experts et les financeurs. Et donc, quand on ne parle pas le même langage, au bout d'un moment, on ne s'entend plus, Oui, il n'y a pas de ça doute. Et donc, l'entreprise et les projets ne peuvent pas se développer. Donc,
Encore une fois, je pense que c'est toujours, il faut qu'on savoir construire, et c'est aussi le boulot des financeurs, des collectifs qui marchent. Oui. Et c'est du management. Et si le collectif ne marche pas, eh bien, l'histoire ne marchera pas. Donc, je pense que les Américains, en tout cas les fonds d'investissement américains, sont vraiment là pour faire de l'argent. C'est leur boulot. On ne Oui. peut pas leur reprocher, hein, c'est leur Oui. boulot. Mais en même temps, ils connaissent bien le modèle économique et des produits de santé. Et ils comprennent bien les technologies, ils sont capables de les comparer, de les analyser. Et ça, il faut absolument qu'on ait cette puissance. Et puis, ben, clairement, c'est l'Amérique, hein. La mentalité n'est pas la Oui. même. Non. Par exemple, aux États-Unis, les chercheurs sont beaucoup plus reconnus qu'en Oui. France. Beaucoup plus écoutés. Alors, il y a Et les aussi des conditions de chercheurs. travail ne sont pas du tout les mêmes. Enfin, Les conditions de travail effectivement, n'ont rien à quand voir. j'étais à Boston, j'avais halluciné. Mais bien Les sûr. conditions de travail, les laboratoires, c'était des vraies entreprises. Enfin, c'était Ce sont des vraies vraiment. entreprises avec des organisations projets, Ouais. avec des salaires corrects. Aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont plus envie de faire de la recherche dans le milieu académique. Le salaire n'est pas bon, les conditions de travail ne sont pas bonnes, l'évolution n'est pas enthousiasmante, quoi. On les comprend. Et pourtant, quand je parle de mon métier, Il se fait plein de choses encore. Il se fait encore plein de choses bien encore sûr, en France, en Europe. c'est Mais ce ça. qui est dommage, c'est finalement de voir qu'à un moment donné, ça part ailleurs. Voilà, ouais. Mais beaucoup de Euh, chercheurs qui partent aux ouais, États-Unis ne reviennent pas. Donc, ce qui ouais, montre bien que ce n'est pas la passion du métier qui s'en va, c'est les conditions de travail qui ne sont pas assez ouais. attractives. Il faut recréer un environnement au sein des universités, de l'INSERM, du CNRS, un esprit pareil, collectif, hein, j'insiste sur ce mot, et passionné. Il y en a beaucoup, hein, des chercheurs, moi, je rencontre qui sont absolument passionnés. Moi, je sais que je le suis. Et qui sont capables effectivement de déployer une énergie considérable dans cet objectif. Il faut, absolument. Et Il y d'un a point de eu, vue réglementaire, est-ce qu'il n'y a pas aussi des freins? Tu as parlé des freins au niveau du financement, la mentalité, mais est-ce qu'au niveau réglementaire, c'est plus compliqué ou pas en Europe de développer ce type de technologie? non, Je sais qu'à un moment donné, quand on parlait des cellules souches embryonnaires, ça avait été ça a été compliqué. Bon, aux États-Unis aussi, hein, quand j'étais en oui, 2006, oui, les financements publics et privés, enfin voilà, il n'y avait que le financement privé qui pouvait financer ce genre de technologie. Et ce qui était hilarant, c'était de voir les chercheurs dans leur labo étiqueter tout leur matériel, donc ouais, financé public, financé privé, et pour travailler sur les cellules souches embryonnaires, il fallait utiliser que le matériel financé privé. Et le pire, c'est qu'ils s'y tenaient, hein. Ça veut dire, ben là, c'est parti du labo. Donc, je me suis demandé, est-ce qu'il y a des freins réglementaires en Europe, en fait, plus qu'aux oui, États-Unis, ou est-ce que bien c'est sûr qu'il pareil? y en a. Il faut avoir en tête que tous ces traitements thérapies cellulaires et géniques sont des OGM, qu'il y a des Ouais, lobbies anti-OGM très forts en Europe. Euh, Et ce qui est évident, c'est qu'il faut qu'il y ait une vraie réglementation de l'utilisation des OGM. Maintenant, il faut, encore une fois, cette réglementation, elle soit faite à la fois par des experts chercheurs, des ouais, pharmaciens, des médecins et des financiers et politiques. oui, des gens du Évidemment. terrain. Ouais. Bien sûr, des sociologues, des philosophes, il faut que tout le monde soit autour de la table. Mais n'oublions pas aussi les experts qui peuvent expliquer en quoi un produit est dangereux ou pas, en Ouais. quoi un produit est là pour réparer une maladie ou pour avoir des yeux bleus. Clairement, Oui. l'enjeu, il est de réparer des maladies et d'être capable de répondre à des agressions comme celles qu'on a vécues par certains virus très vite. Donc, Ouais. oui, la réglementation. Alors, il y a plusieurs types de réglementation. Il y a de la réglementation parce que ce sont des OGM, parce que tu l'as dit, c'est du matériel vivant. Donc, Oui. effectivement, comment on gère un matériel vivant et voilà, et on arrive et quels sont les risques associés. Et à Ouais. mon avis, l'enjeu le plus important, c'est ça, c'est de pouvoir lister de façon exhaustive et précise les risques qui sont associés et de voir comment on répond à chaque risque. Et là encore, on est dans une démarche collective. Donc, si on dit à un pharmacien responsable de lister les risques associés à un produit, voilà, la liste va être infinie. Il va lister les risques et surtout, il n'aura pas la réponse de dire comment je les maîtrise. Voilà. Donc, il faut Oui. lui confier la liste et il faut confier aux experts les réponses. Voilà. Et encore une fois, pourquoi je dis ça? C'est que
ce qui va faire que ça va marcher, c'est que les deux vont travailler ensemble. Voilà, il est impossible de travailler comme l'industrie pharmaceutique travaillait avant, c'est-à-dire il y a eu la recherche, il y a le développement et il y a la production. Aujourd'hui, il faut établir des passerelles entre ces mondes et que tout le monde les utilise, parce que si les passerelles sont là mais qu'on ne les utilise pas, ça ne sert à rien. Donc il y a un enjeu de travail commun et de mentalité, de culture différente. Voilà. Oui. Et toi, en tant qu'entrepreneur dans ce domaine de la biotechnologie, c'est quand même un long marathon. Quels ont été tes plus grands défis, en fait? Et comment tu les as surmontés? Parce que c'est vrai que c'est une succession, on va dire, voilà. de mini-défis. C'était quoi les plus grands? Alors, c'est quand même particulier d'être entrepreneur dans ce domaine-là. Les plus grands, c'est le management des personnes et le financement. Le management des personnes parce qu'il faut faire travailler des gens qui viennent de mondes différents, ensemble, sans les transformer, c'est-à-dire il faut absolument qu'ils gardent leurs compétences d'origine, mais il faut qu'ils les mettent en commun et qu'ils acceptent le challenge de ce monde commun. C'est-à-dire que faire travailler des gens qui viennent de mondes différents ensemble, et c'est obligatoire, j'en ai assez parlé pendant notre échange, ensemble, ça veut dire du challenge. Ça veut dire, je vais te contredire. Je ne vais pas être d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais ça ne veut pas dire, on se dispute tout de suite. Ça veut juste dire, on va s'enrichir. C'est pas personnel, c'est pas contre toi. C'est pas personnel. C'est un point de vue différent. Voilà, et puis j'ai un point de vue différent parce que je vais mettre sur la table une expertise que tu n'as pas. Et nos expertises complémentaires vont permettre de construire cette cathédrale. Et ce sont nos différentes pierres. Mais ces pierres sont différentes. On va apporter à l'édifice des pierres différentes. Et ça, c'est un enjeu managérial très fort parce que automatiquement, les gens vont sortir de réunions où parfois ils se disent c'est le point de vue réglementaire qui a été pris en considération, puis parfois c'est le point de vue du produit, donc du chercheur ou de la prod. Donc c'est vraiment cet enjeu d'accepter le challenge. Et il faut que ce challenge soit amené avec bienveillance, mais par moment, effectivement, il y a un vrai débat et un débat qui peut être très fort. Et il faut avoir des personnalités, une culture qui accepte ça. Et ça, c'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple de faire en sorte qu'il y ait un vrai respect et en même temps, par moment, tu sais ce que c'est que le management. Quand le management participatif ne marche pas, eh bien, on est des fois obligé d'aller vers le directif et c'est difficile. Voilà. Donc le management des personnes, pourquoi, encore une fois, c'est parce qu'il faut faire travailler des gens qui viennent d'horizons différents, sans leur faire perdre leur culture, mais les obligeant à partager. Et ce partage passe par le challenge et le débat. Donc, c'est complexe. C'est complexe, mais moi, c'est mon moteur. C'est ce que j'adore. Et je dirais que depuis que j'ai quitté Flash Therapeutics depuis 1 an et que je participe à d'autres projets, du coup, je vais dans d'autres mondes et je me retrouve à être beaucoup plus challengée et j'adore. C'est vrai, effectivement, que le monde de la recherche, c'est un monde qui nous habitue très tôt à être challengé, contredit. Et je dirais que c'est un des moteurs. Moi, j'adore ça. Voilà, j'adore contredire le voisin, mais j'adore être contredite aussi. Et non pas pour me disputer, mais pour construire un débat. Et si je change d'avis, mais j'en suis enchantée. Parce que ça veut dire qu'on aura construit un échange qui permettra effectivement de choisir la meilleure solution. Donc voilà, ça c'est, je dirais, le plus grand challenge, mais c'est également celui que je préfère. Et puis le financement, bien sûr, parce que financer une entreprise, moi j'ai toujours financé, que ce soit avec Thalys ou Flash Therapeutics, avec 5 fois moins d'argent que ce dont on avait réellement besoin pour atteindre l'objectif, parce qu'on ne trouvait pas. Et donc, effectivement, c'est toujours très compliqué de devoir faire la même chose avec très peu d'argent. Oui, avec moi, et bien sûr, on reste, parce que sinon les investisseurs ne vont pas investir, on reste très ambitieux et on est bien sûr constamment en apnée parce qu'on sait qu'à chaque fois, on va être un peu en dessous de l'objectif parce qu'on n'a pas l'argent qu'on aurait dû avoir
pour atteindre effectivement cet objectif. Le problème, c'est que comme cet argent n'était pas disponible, on a gardé le même objectif avec 5 fois moins de moyens, donc c'est dur, c'est trop dur. Et ça, c'est l'erreur fondamentale, j'allais dire, que j'ai commise, c'est-à-dire d'accepter les mêmes objectifs avec beaucoup moins de moyens. Voilà, mais hélas, on a rarement le choix, parce que si on n'est pas ambitieux, on ne nous met pas d'argent. Voilà, donc on est constamment dans une situation où on demande de promettre quelque chose, qu'on finit par promettre parce qu'on n'a pas le choix. Et quand on regarde les moyens qu'on a à disposition, qu'on n'a qu'une solution, tu l'as dit, c'est de courir un marathon en sprint, et on sait que c'est très risqué sur la durée. De courir un marathon en sprint, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Voilà. Donc voilà les deux challenges. J'ai quand même réussi pendant quelques années à maintenir les deux, même de nombreuses années. Mais c'est quelque chose de difficile, et je pense que autant le challenge humain, y a pas voilà, celui-là ne peut pas être modifié, il faut y travailler. Le challenge financier, il faut effectivement trouver un meilleur équilibre dans les entreprises et les financer à la hauteur des objectifs. Voilà, absolument. Absolument. Donc, tu l'as dit, tu as quitté Flash Therapeutics. Si aujourd'hui tu devais remonter un projet, qu'est-ce que tu ferais différemment? Ou qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un effectivement qui veut aujourd'hui créer une entreprise dans ce domaine de la thérapie génique cellulaire ou biotechnologie en général? Alors déjà, avant de répondre à ta question, je vais dire que la première chose, c'est de garder la même passion et être convaincu de ce qu'on veut faire. Ça, je pense que faut quand même pas l'oublier, c'est-à-dire faut ressentir quelque chose de fort pour le projet et l'histoire. Ça, c'est vraiment très fort. Et derrière, ce que je ferais, c'est de refuser de garder les mêmes objectifs avec des moyens qui ne sont pas adéquats avec l'objectif. Ça, effectivement, aujourd'hui, dans mon cas, peut-être parce que je vieillis, mais je ne me relancerai dans un projet que si j'ai les moyens de réussir. Et je ne me dirais pas, c'est pas grave, je vais courir 3 fois plus vite et donc c'est pas grave, on va y arriver quand même. Non, parce que de toute façon, quand on est entrepreneur et qu'on monte ce genre d'histoire, on court déjà très vite. Donc courir 3 fois plus vite, ça s'appelle de l'épuisement de soi-même et des équipes. Et donc c'est pas une solution. Alors hélas, c'est celle que nous imposent souvent les conditions de vie de nos petites entreprises, mais c'est pas la bonne voie pour réussir. Donc je dirais que la voie pour réussir, c'est il faut une adéquation impérative entre le financement et les objectifs, et avoir les bons partenaires. Voilà, donc ça, les bons partenaires du quotidien. Du quotidien, c'est clé. Des gens avec qui on va pouvoir se challenger. Donc, si vous sentez que ça ne marche pas, que vous n'arrivez pas à vous challenger, ça veut dire que à terme, ça ne marchera pas, parce que des galères, il y en a toujours. Et c'est des moments où il faut être soudé. Donc, il faut être capable de se challenger en disant j'ai eu tort. J'ai eu tort là, mais donc, j'en reste pas là, j'ai eu tort, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est-à-dire, il y a un problème, je vais apporter des solutions et on en parle ensemble. Donc vraiment, les bons moyens et les partenaires j'allais dire qu'on admire. Il faut admirer les gens avec qui on bosse. Et c'est vraiment important. Dans ce genre d'histoire, si on ne s'admire pas l'un l'autre, à terme, c'est compliqué, quoi. Voilà. Après, c'est ce que je dis souvent aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est que finalement, la première cause d'échec d'une entreprise, c'est pas l'argent, c'est l'humain. C'est souvent, alors soit une défaillance entre guillemets du fondateur parce qu'il est justement seul et qu'à un moment donné, il s'épuise, soit c'est des mésententes entre guillemets entre associés parce qu'ils ne se sont pas posé des bonnes questions au début. Enfin, j'ai envie de dire, souvent, le pacte d'actionnaires, de fondateurs, beaucoup de gens sous-estiment. Je leur dis, mais c'est comme un contrat de mariage. Tant que vous entendez bien, c'est ça. Fixez les règles et mettez-vous d'accord sur votre vision, sur les valeurs, ça paraît hyper abstrait, mais c'est hyper important pour après. Et même sur la notion à l'argent, tout simplement. Hein. Il y en a certains, juste cette relation à l'argent qui n'est pas du tout la même en fonction des personnes. Et puis, je me rappelle, il y en a un qui voulait une multinationale alors que l'autre voulait garder une entreprise à taille humaine. Rien que ça, déjà, ça causait des frictions. Enfin, ça, c'est déjà pas compatible. Il faut être d'accord sur... Oui, bien sûr. Mais des fois, souvent, certains regardent juste les compétences. Tiens, on a des compétences complémentaires, on se met ensemble. Et ils ne se posent pas assez la question du, bon, mais c'est quoi la vision il faut avoir ne serait-ce qu'à 5 ans
10 Oui, ans, alors, ouais, on va dire plus 10-15 ans dans le cas des biotech, oui. mais de Non, savoir il où faut est-ce avoir qu'on une veut vision aller. commune. Ouais, Et surtout, il faut bien comprendre, bien connaître l'environnement. Il faut qu'on soit d'accord sur le monde dans lequel on met les pieds, quoi. ouais, Et effectivement, il y a ce qu'on a envie soi et ce que ce monde, ouais, alors aujourd'hui de la biotechnologie et de la santé, est capable d'accepter. Donc il faut ouais, aussi être capable de se dire: «J'ai ma vision, mes envies, est-ce que c'est compatible avec ce monde?» Voilà. ouais, Donc ça, c'est déjà extrêmement important. Quelqu'un qui veut, développer une entreprise, artisanale, c'est pas la peine qu'il fasse de la biotech, hein, parce qu'il va lui non, falloir tellement d'argent que voilà, c'est des sujets qui sont importants à mettre sur la table. C'est-à-dire, il y a ce que je suis. Si je ne suis pas prêt à mettre les pieds dans le monde que je vise, bon, bah, il faut pas y aller. mmh, Dans les partenaires, je mettrais bien sûr les associés, fondateurs, je mettrais l'équipe de direction, hein, c'est-à-dire avec qui on va ouais, travailler au quotidien pour que ce soit la bonne culture et donc dans les recrutements, il faut vraiment chercher, cette quelle relation on va avoir. Donc il faut ouais, vraiment recruter les bonnes personnes, pas seulement les compétences, hein. Et puis il y a les financeurs, hein. Il faut ouais, vraiment effectivement, choisir la personne, qui va interagir avec eux. Donc par exemple, moi si je remonte une entreprise à un moment, j'ai absolument pas envie d'être directrice générale. Je voudrais être directrice scientifique. Je ne dis pas que je n'ai pas envie d'interagir avec, ouais, des financeurs, mais en revanche, j'ai envie d'interagir avec eux d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire scientifique, ouais, apporter et j'ai envie de me consacrer à la science, c'est-à-dire revenir à mon métier. oui, Je à vais tes finir ma premières amours, carrière. Voilà et j'adore ça et voilà donc voilà tout ce que j'ai envie de faire, j'aimerais mettre toute mon énergie dans la science au service d'un projet, hein, clairement. Moi, j'ai envie que la science oui, soit au service d'une histoire et travailler avec des partenaires que je comprends et qui me comprennent, mais avec qui je peux m'engueuler, hein, il y a pas de problème. oui. Ça marche. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Pascal. En tout cas, ce que je retiens de notre échange, c'est que honnêtement, pour faire avancer, donc la médecine, la santé aujourd'hui, moi, ce que je retiens, c'est le mot collectif. Oui, C'est vraiment d'apprendre, à travailler ensemble et qu'on mette ensemble à la fois des chercheurs, des pharmaciens, des experts, enfin des personnes d'horizons différents qui ont des philosophes et cetera, donc qui ont chacun un point de vue pour vraiment finalement avoir, une vision, on va dire globale finalement bah, d'une décision, d'une thématique donnée pour que ça fonctionne finalement. Parce que si on n'en prend pas en compte un des points de vue, bah, c'est forcément bancal à un moment donné et peut-être que ça ne se voit pas dans l'immédiat, mais il y a forcément dans le parcours, à un moment donné où ça manque. Donc moi, c'est tout ce à que fait. je retiendrai de notre Non, échange, c'est ce ouais. qu'on retient et en t'écoutant, là, je me disais que le seul risque, hein, et ce à quoi il faut faire attention, c'est le timing, c'est-à-dire, Oui, attention à ne pas être englué dans cet échange qui oui, n'avance pas. L'échange, il doit avancer, il doit oui. conclure. Donc, il faut effectivement, construire. Donc, ce collectif, il ne veut pas dire, lenteur, hein. Il ne faut surtout pas qu'il Non, dise ça, hein. faut Il pas faut qu'il y tomber ait de trop dans le l'énergie. collégial, Ouais, enfin, voilà. ça rappelle un Il peu faut à qu'il la y ait de japonaise qui des fois est voilà. un peu trop si on attend que tout le monde soit d'accord, finalement on n'avance pas. Voilà, mais il faut que tous les points de vue soient pris en compte. Voilà, mais c'est difficile, voilà, c'est clair. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi, bah, c'est les challenges aussi qui font aussi Bien sûr, bah, tout le bien sûr, moteur et toute la motivation qu'on peut avoir sur ce type de projet. c'est sûr, c'est sûr. OK, bah, en tout cas, bah, je te remercie beaucoup Merci Adriana, merci et beaucoup. bah, je te À souhaite une belle bientôt, journée. Je te dis à bientôt. à bientôt. Au revoir. Au revoir. J'espère que cette interview vous a plu et apporté de nouvelles perspectives. Vos réactions sont précieuses, alors n'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton d'abonnement qui est quelque part par ici. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines explorations. Pour aller plus loin, rejoignez la communauté des visionnaires santé pour découvrir et contribuer à des stratégies innovantes et durables de santé ultra personnalisées. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou qui apparaît juste ici. Je suis Adriana Georges et vous donne rendez-vous au prochain épisode pour continuer à explorer et imaginer la santé de demain. Restez curieux, inspirés et surtout, prenez soin de vous. À bientôt!